Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu spécial puisqu'on va parler d'ultra-cyclisme avec le vainqueur de la Transcontinental Race qui a parcouru 4834 km entre Saint-Jacques-de-Compostelle et la mer Noire en 10 jours, 16 heures et 38 minutes pour être précis. Et accessoirement, c'est aussi un membre de la communauté du groupe Eto, c'est Victor Bozoni. Salut Victor et bienvenue dans Chasse Patate. Merci beaucoup Mathieu, ça fait plaisir d'être là pour Chasse Patate. Ça fait plaisir aussi de pouvoir être avec toi, débriefer déjà ta victoire, ta performance, tout ce que tu as fait, et pouvoir partager ça avec toi. Je sais qu'on a été nombreux sur le forum à vibrer sur ta course, et je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent un peu ton compte rendu, tout le récit de ton aventure. Ouais, j'ai vu ça, j'ai suivi discrètement le forum pendant toute la course. Pas au début j'étais resté concentré, puis après quand j'avais besoin d'un peu de soutien ou quand je m'ennuyais un peu, je suis allé voir le forum et j'ai vu tout cet engouement et c'était incroyable, c'était fou, j'ai bien rigolé. C'était trop bien à suivre, même sur mon vélo. Donc, merci à tous les membres du forum, c'était génial. Et pour m'accompagner là pour ce podcast, j'ai un de ceux qui ont contribué à animer le topic justement pour suivre ta course et jusqu'à regarder les horaires de passage, des ferries, etc. Et qui permettra d'avoir un œil un petit peu plus expert que moi sur l'ultracyclisme puisqu'il s'y est mis. C'est un des éminents cyclistes du groupe Eto. C'est Luc. Salut Luc. Salut Mathieu, salut Victor, merci d'être avec nous pour nous raconter un petit peu ta course. Avec plaisir. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme de ce podcast. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà pour commencer, histoire de comprendre un petit peu mieux, Victor, je vais te laisser te présenter rapidement pour que ceux qui te connaissent pas forcément puissent savoir un petit peu mieux qui tu es, parce que tu as un parcours un peu particulier, notamment pour l'ultracyclisme. Ouais, du coup, moi, de base, j'étais un cycliste élite. J'ai couru en junior avec les tout meilleurs du peloton professionnel, comme Valentin Paré-Pinte qui a gagné une étape du Tour, Kevin Vauquelin qui a fait une super performance au classement général. Donc ouais, j'avais un petit peu ce rêve aussi de passer professionnel quand je suis passé en espoir. Sauf que rapidement, on a remarqué, bien que j'étais performant dans l'école, je me développais pas en fait physiquement. Et du coup, après quelques années, j'ai fait 2 années au SCO Dijon, plus une année au CC Etup. Et là, à ce moment-là, j'ai dû me rendre à l'évidence et devoir faire un traitement hormonal parce qu'on a détecté un problème génétique qui faisait que je produisais très très peu de testostérone. Et du coup, dans cette transition, moi, je continuais à adorer le vélo. Du coup, je voulais pas arrêter. Juste arrêter la compétition et du coup je me suis mis à faire des longues distances parce que j'avais regardé un petit peu ça sur les réseaux. Moi ce que j'aimais le plus dans le vélo c'était l'entraînement, c'était de faire des longues sorties, faire des belles balades à vélo de plusieurs heures. Et avec l'entraînement, j'étais un petit peu contraint et du coup, devoir arrêter, ça m'a un peu libéré et j'ai fait les 7 majeurs. J'ai fait un petit tour de France pour aller voir les membres de ma famille que j'avais pas plus l'habitude de voir durant l'été. Et ensuite, ça m'a donné envie de m'inscrire à des épreuves. En 2023, j'ai arrêté mon traitement pour pouvoir participer à ces épreuves. Et finalement, en arrêtant mon traitement, on a vu que mon taux de testostérone était revenu à la normale naturellement. Et du coup, j'ai pu m'aligner sur la Northscape. La Northscape 4000, c'est une course qui part de Turin, qui va jusqu'au Cap Nord. C'est 4000 km. Et du coup, j'ai fait ça pour ma première épreuve. Et ça s'était bien passé. J'avais fait
J'avais un bon rythme, je faisais 400 km par jour en dormant, en faisant des pauses toutes les nuits de 8 heures. Donc c'était plutôt cool. Et finalement, je suis arrivé un peu trop tôt, un jour trop tôt à l'arrivée. Et du coup, je me suis fait éliminer parce qu'il y avait des horaires à respecter. Mais moi, je vivais ma course tout seul. Et vu que c'était censé ne pas être une course, je me suis dit, autant arriver quand je veux. Et du coup, j'ai fait ça. Bon, je me suis fait disqualifier, mais ça m'a donné envie de plus. Et l'année suivante, je me suis aligné sur la transcontinentale pour la première fois. La transcontinentale, c'est vraiment la course la plus, la plus mythique du milieu. C'est vraiment celle que je rêvais de faire quand j'ai commencé. J'avais vu des exploits exceptionnels comme celle de Fiona Kolbinger qui avait remporté la course devant les garçons, et c'était juste une performance exceptionnelle. Et du coup, ça m'a donné envie de la faire à travers toutes ces histoires. Et du coup, en 2024, je me suis aligné et il s'est passé quand même pas mal de choses. J'étais un peu encore inexpérimenté. C'était une course complètement différente de la North Cape, parce que là, en fait, on avait à notre disposition, on devait tracer nous-mêmes notre propre parcours. Et du coup, on devait être face à nos propres erreurs de parcours. Et du coup, ça m'a un peu joué des tours. Et en plus, j'ai perdu mon passeport à une station-service. Et du coup, j'ai dû faire un détour de 550 km à travers les Alpes autrichiennes pour le récupérer. Ce qui a forgé un peu ta légende. Ouais, c'était fou. Et finalement, ça m'a quand même travaillé. C'était dur mentalement de devoir faire tout ça. Mais du coup, d'un autre côté, ça m'a beaucoup appris. J'ai pris énormément d'expérience à travers cette première expérience. Et finalement, grâce à ça, j'ai pu être prêt sur cette nouvelle transcontinentale en 2025. Et ouais, ça s'est bien passé. D'ailleurs, je crois que Luc, tu me disais tout à l'heure, quand on préparait ce podcast, que c'est en voyant Victor faire des courses d'ultracyclisme que tu as commencé à te dire, tiens, si j'essayais pas moi aussi, est-ce que tu es un habitué de faire des longues sorties? Et c'est Victor qui t'a mis le pied à l'étrier un peu? Ouais, il fait partie des quelques personnes qui m'ont donné envie de me lancer, parce que j'ai surtout vu la vitesse à laquelle lui a sauté le pas et est passé d'un début de carrière pro à l'ultra distance en à peine un an, quoi. Finalement, tu t'arrêtes ta carrière, tu profites encore un peu de ton profil de grimpeur pour faire un top 15 à l'étape du Tour et faire les 7 majeurs à une vitesse assez folle. Et ensuite, comme tu dis, tu suis ton traitement, tu changes un peu ton physique, et l'année d'après, tu faisais déjà 4000 km, ce qui est quand même assez dingue. Moi, ça faisait des années que je faisais des sorties de 300, 400, 450. J'avais commencé à faire des nuits sur le vélo, et c'est vrai qu'il y a un moment où je me dis, mais pourquoi j'attends autant? Finalement, c'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps, mais je me sentais pas forcément capable de le faire. Et puis voilà, c'est ce genre d'expérience-là et de retour d'expérience qui m'a fait dire que de toute façon, il fallait se lancer, et que j'y arrivais ou pas, peu importe finalement, et il fallait essayer pour voir si c'était fait pour moi. Et donc j'ai franchi le pas cette année. Je suis un peu plus vieux que Victor maintenant, donc j'ai pas autant d'années devant moi, mais je sais que c'est un sport qui se pratique encore à un certain âge. Quand on voit Strasser là cette année, je sais pas quel âge il a, 43 ans peut-être, et qui continue à faire des performances assez impressionnantes, il y a encore pas mal de temps devant moi pour continuer là-dedans. Mais c'est vrai que ouais, c'était un parcours assez inspirant, et l'état d'esprit que tu as vis-à-vis de l'ultracyclisme permet de se décomplexer un petit peu, et de se dire que finalement c'est un sport hyper exigeant, mais que de toute façon on fait la course qu'avec soi-même, et que si on a besoin de s'arrêter, on s'arrête, on prend le temps qu'il faut pour arriver au bout. Et à la fin, y a toujours l'aspect course qui permet de se dépasser un petit peu, mais l'important c'est d'arriver au bout et de prendre du plaisir sur le vélo. C'est ça. Ouais, moi j'ai une vision un peu différente de l'ultra. C'est pour ça que je dors beaucoup plus que les autres. C'est que, pour moi, il faut d'abord écouter son corps plutôt que faire la course contre les autres. Ça peut nous emmener vraiment dans des
dans des endroits ou dans des moments vraiment pas qu'il faut pas être. Et pour moi, il faut dormir. La récupération, c'est le plus important, surtout quand on fait des épreuves de plus de 10 jours. On sait que le sommeil, c'est la base de la récupération. Et ensuite, être bien sur son vélo, ne pas être un zombie, c'est quand même hyper agréable. Et on veut pas sur des épreuves comme ça, on le fait quand même pour le plaisir. Si on est là sur le vélo, c'est pour avoir du plaisir. Et si on est un zombie, si on lutte contre le sommeil, c'est pas pour rien que la pire torture, c'est le manque de sommeil, c'est la restriction de sommeil. Donc il faut vraiment se soigner son corps pour aller loin et pour aller plus vite. Et c'est sûr que... Justement, je rebondis là-dessus, que ce soit sur cette course ou les autres auxquelles tu as participé. Quand on te suit sur les réseaux et qu'on voit tes vidéos quotidiennes et qu'on voit un peu tes publications, on a l'impression que tu prends du plaisir tout le temps. Ça ressort un peu de ce que tu dis aussi, mais est-ce que malgré tout, sur une course aussi longue, il n'y a pas quand même un petit peu de lassitude et des moments où tu te demandes ce que tu fais là et pourquoi tu t'infliges ce genre de douleur-là et d'efforts un peu extrêmes? Ouais, si, il y a des moments, surtout sur une épreuve comme la TCR, en fait, le plaisir est aussi lié aussi au parcours. Et si on choisit des parcours hyper plats, je m'en suis rendu compte là cette année, hyper plats ou sur des grandes routes, là, ça devient long. Donc ouais, il y a toujours stratégiquement, on peut aussi orienter son parcours ou sa tactique vers le plaisir, mais c'est vrai que des fois c'est incompatible avec le fait d'aller plus vite, même s'il y a des choses où j'aurais pu mieux faire tout en étant rapide. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'est plus difficile que d'autres. J'ai été malade du début à la fin de la course. Il y a eu des moments où j'arrivais même plus à respirer. Je respirais comme dans une paille. J'avais perdu ma voix et ouais, c'est des moments où c'est pas facile, où on doute. Mais bon, l'ultra, c'est toujours comme ça. Il y a des moments d'euphorie et des moments un peu plus difficiles. Mais faut toujours essayer de rester positif. C'est ce que j'essaye de faire dans ma course. D'essayer toujours de penser à rendre les choses meilleures. Et ouais, toujours penser positif, ne pas s'enfermer dans le négatif en disant t'es malade, ça va pas le faire, tu vas devoir abandonner. Il faut essayer de toujours d'évacuer tout ça. Mais bon, c'est un travail qui est pas facile à faire, mais c'est pour moi c'est la clé pour avoir la meilleure course possible. En tout cas, t'as l'air d'aller mieux, parce qu'on t'entendait quand tu faisais tes vidéos quotidiennes pendant la course, sur la fin t'avais quasiment plus de voix. Là, ça a l'air d'aller mieux, t'étais arrivé jeudi 7 août, donc il s'est passé quelques jours depuis. Là, je crois que t'es toujours à Constanta, sur les rives de la mer Noire. Pour ça qu'on entend un peu les mouettes autour, un peu derrière toi. Et du coup, t'as eu le temps de récupérer, quoi, maintenant. Ouais, j'ai eu le temps de récupérer, mais c'est marrant, sur des épreuves comme ça où on met le corps vraiment à rude épreuve, on se rend compte vraiment du pouvoir et de la force qu'a notre corps. C'est incroyable. En fait, j'étais au plus mal peut-être vers Montpellier, vers Béziers, les Alpes du Sud. C'est là où j'avais le plus de mal au niveau de ma voix et au niveau de ma gorge, tous les glaires que je recrachais, etc. Et finalement, j'ai réussi à me soigner tout en faisant 16 heures de vélo par jour. Et c'est fou. Moi, j'aurais cru que mon corps, ça aurait empiré avec l'effort quotidien. Mais finalement, le corps arrive à se guérir tout en faisant un effort assez titanesque. Donc moi, ça m'émerveille de voir ce qu'est capable le corps humain. Et ouais, mais maintenant j'essaye d'en prendre soin quand même. J'essaye d'en prendre au maximum le soin et de le remercier surtout pour ce qu'il a fait durant ces 10 jours.
Ouais, c'est que c'est quand même bien utile, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une petite décompression à l'arrivée d'une course comme ça? Parce que moi, Ouais. même sur seulement 1100 km, j'avais l'impression que mon corps subissait ce que je lui demandais de subir, que tout allait bien, qu'il était capable de continuer à avaler des glucides toutes les heures, alors que je mangeais du sucre depuis 50 heures, quoi. Et le moment où je me suis arrêté, j'avais plus de genoux, j'avais envie de vomir, j'avais du mal à marcher, et l'impression que tout ça se passe en quelques minutes. Le moment où le corps comprend que c'est fini, finalement, il se dit, bah, c'est fini, donc je lâche complètement. Est-ce que tu ressens ça aussi sur une course comme celle-là? C'est étonnant, mais un petit peu moins qu'une course de 1400 km comme j'ai fait là sur la Desertus cette année. Là, vu que je dormais beaucoup, je dormais 5 heures par nuit, ça va, le corps récupère bien. Alors que sur la course de la Desertus Bicus, c'était dur. J'avais les, euh, les tendons d'Achille vraiment en feu. J'avais plus de genoux, j'arrivais même plus à marcher quand je suis arrivé. Et alors que là, j'étais plutôt frais même en arrivant. Mais par contre, ce qui est plus dur, c'est mentalement la décompression après une épreuve aussi intense, un peu un stress de devoir faire gaffe à toutes les pauses qu'on peut faire. Euh, Essayer d'être le plus efficace possible à chaque arrêt, essayer de manger sur le vélo, faire attention vraiment à tout. C'est plutôt ça qui me fait mal quand j'arrive. Maintenant, là, on est quelques jours après ton arrivée. T'as quand même mis, pour rappeler, 10 jours, 16 heures et 38 minutes pour faire les 4834 km de course depuis Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à la Roumanie. Est-ce que tu arrives à réaliser maintenant, quelques jours après, de ta performance Ouais, c'est difficile de réaliser, même moi, c'est l'engouement sur les réseaux sociaux ou sur les médias comme l'équipe me font réaliser quand même. Mais en fait, c'est ça la particularité des ultras, c'est qu'on arrive, on est un peu, c'est presque anonyme, quoi. C'est pas le Tour de France où il y a des cérémonies protocolaires, vraiment du public pour t'accueillir. Là, ils étaient à peine 5 pour m'accueillir, et c'est vrai que on a du mal à se rendre compte. J'ai l'impression que j'étais parti, ça faisait 2 mois, quoi. Quand je repense à l'Espagne, où je doublais pas mal de personnes sur le deuxième jour, enfin tous les événements qui se passent, en fait, les journées sont hyper chargées du coup. Et on voit tellement de paysages différents, on traverse tellement de pays. Ouais, c'est assez difficile de se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Mais ouais, c'est toujours un peu difficile. Ouais. Ouais, c'est vrai que sur la seule course que j'ai faite, j'avais été assez étonné, même si on peut s'y attendre, par le dispositif à l'arrivée. Quand on arrive dans les premiers, c'est que finalement on arrive au bord de la mer en fin de matinée, au début de matinée même, et il y a 2 personnes qui sont là, la photographe qui prend des photos, mais en fait tout le monde s'en fout. Les gens sont là, ils passent, ils se demandent ce qui est en train de se passer, mais c'est assez étonnant, et tout se passe plutôt, comme tu dis, sur les réseaux, Ouais. les amis qui envoient des messages, les réactions, et il y a un contraste assez étonnant entre ça. Mais c'est vrai qu'on voit que là, il y a eu un engouement assez fort, pas juste sur le forum du groupe Eto, hein, sur les réseaux sociaux. On voit le nombre d'abonnés des premiers de la course qui a quand même beaucoup monté sur Instagram ou d'autres réseaux. Comment t'expliques, toi, cet engouement de plus en plus important pour l'ultracyclisme? Est-ce qu'on a un biais parce que t'es français et donc que ça nous intéresse un peu plus, ou est-ce qu'il y a un engouement plus général pour les sports d'ultra-endurance comme on le voit avec l'ultra-trail notamment? Ouais, je pense que les gens, enfin, c'est ce que je ressens. Les gens ont envie d'histoire, ont envie de voir un peu des choses exceptionnelles et qu'il y a quelque chose de raconter derrière, un peu plus authentique. Euh, Moi, je trouve que l'ultra, c'est vraiment un support génial et je pense que ouais, à travers des documentaires ou à travers des choses comme ça, je pense que ça pourrait intéresser des personnes. Enfin, la TCR, c'est vraiment à part, je trouve, comme course. J'ai jamais eu une course aussi suivie. L'année dernière, c'était pareil. Sur la course, sur le tracé, j'avais croisé énormément de personnes
j'ai fait des rencontres où je pensais même pas que c'était possible. J'avais au fond du Monténégro, il y avait quelqu'un qui avait crié mon nom, et c'est là que tu te rends compte que c'est hyper suivi. Et là, l'année dernière, j'avais même rencontré quelqu'un qui était venu dans mon hôtel carrément pour venir me voir, pour me dire, pour m'exprimer plein de choses, son admiration, etc. C'était hyper émouvant. Et puis du coup, là, je l'ai retrouvé à la même ville cette année. Euh, ouais, c'est difficile aussi à expliquer tout cet engouement, mais c'est vrai que le tracker, ça ajoute quelque chose et ça permet aussi ouais, l'imaginaire. On ne sait pas vraiment ce que vit l'autre, ce que vit le petit point. Et ça permet du coup aux spectateurs de s'imaginer des choses. Et ouais, c'est ce que je remarquais là sur le forum. C'est que les gens faisaient leurs propres interprétations par rapport à ce que j'étais en train de faire, et c'était plutôt drôle. Ouais, quand je me suis arrêté et que j'ai failli me faire disqualifier par l'organisateur, je me souviens d'un message qui m'avait fait beaucoup rire. Je sais plus exactement ce qu'il disait, mais ouais, c'est drôle. Et ouais, je pense que les, les gens sont super intéressés par ça. Après, c'est différent de l'ultra trail. Là, c'est vraiment beaucoup plus long que l'ultra trail. L'ultra trail, c'est même un peu plus médiatisé au niveau. Il y a un live, je crois. Ça dure 24 heures à peu près. Donc là, c'est sûr que c'est plus difficile, je pense, à retransmettre. 10 jours, ce serait un peu long à regarder en direct. Ouais, mais comme tu dis, le dot watching, le fait de suivre des petits points, c'est presque aussi ça qui fait le charme de l'ultra. Ouais. Et je pense que si on avait une vraie diffusion, ce serait beaucoup moins intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a certains passages, notamment, on en reparlera tout à l'heure, mais les points de passage obligatoires où on aurait aimé avoir des images parce que il y a avoir des choses assez impressionnantes à voir. Mais en effet, voir un point qui s'arrête, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est perdu, qu'est-ce qui se passe, ça ajoute quelque chose qui crée de l'intérêt parce que, comme tu dis, on raconte une histoire différemment et on projette des choses sur le mouvement des points qui rend le truc parfois, je pense, plus intéressant que ce que toi tu vis toi-même quand tu fais 300 km de ligne droite. Nous, on voit un point qui avance, on fait autre chose et puis on regarde 10 minutes après. Toi, tu dois te farcir 10 heures de route. Je crois que c'est Martin Moritz qui racontait que le trajet jusqu'au ferry avait été un enfer parce que c'était des routes inintéressantes, toutes droites avec beaucoup de voitures. Pour nous, ça a été quelque chose de fou parce que on voyait ton petit point avancer, on calculait les horaires et je pense que c'était plus intéressant pour nous que pour toi à ce moment-là. Ouais, sûrement. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu cette dimension un peu plus humaine, on va dire, par rapport au cyclisme sur route qu'on voit à la télé, où là on reconnecte un peu avec l'imaginaire qu'on peut avoir avec le cyclisme d'il y a très longtemps, entre guillemets, qui était raconté juste dans les articles, dans les journaux. On avait un point tous les jours, comme tu le faisais avec tes vidéos quotidiennes, où on a un petit point tous les jours, puis après, c'est libre aux gens d'imaginer, de se dire qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est peut-être ça aussi qui joue dans tout cet attrait, quoi. Carrément. Maintenant, si on revient sur ta course, qu'est-ce que tu retiens dans l'ensemble de ta course, de ton aventure générale? Je sais pas si tu vas plus parler de course ou d'aventure sur ce que tu as fait là sur ces 10 jours, mais qu'est-ce que tu retiens de ta Transcontinental Race 2025? Ouais, moi je retiens que l'année dernière, c'était compliqué. J'avais eu pas mal d'échecs. Ouais, c'était difficile à vivre comme course parce que je m'étais imaginé plein de choses. Je voulais aussi me battre pour la victoire. J'étais super bien parti. J'étais dans les 2 premiers et finalement tout s'écroule en un rien de temps. Et en fait, la Transcontinentale, c'est vraiment une course qui est hyper particulière, qui demande vraiment une expérience, même si on a déjà fait des ultras avant, c'est quand même différent avec les passages gravel, avec le fait de construire notre propre route.
passer dans les Balkans, dans des pays qui sont différents, voilà, au niveau du fonctionnement. On peut pas payer n'importe où. On doit payer avec la monnaie locale. Il y a plein de choses à prendre en compte et ouais, je suis fier d'avoir montré que tous ces échecs n'en sont pas vraiment, toutes ces erreurs sont pas vraiment des échecs et que c'est juste un passage obligé et qu'il faut garder confiance et que grâce à tout ça, en fait, ça permet d'atteindre les plus beaux succès et ouais, je suis super fier d'avoir montré ça. C'était un peu mon objectif quand je me suis réinscrit. Je voulais voilà, que l'histoire soit belle, que prouver que tous ces mauvais moments peuvent nous apprennent et nous permettent de construire des belles choses. Et ouais, c'est ça que je retiens. C'est vraiment une aventure, oui, qui est vraiment contre soi-même. L'ultra, c'est vraiment pas une discipline qui est dans l'adversité et dans le souhait de vouloir que les autres échouent pour gagner. C'est vraiment une discipline qui respecte l'autre. On est tous dans la même galère et on essaye tous de donner le meilleur de nous-mêmes et c'est vrai que ouais, c'est différent et c'est ça que j'aime le plus en fait dans cette discipline par rapport à ce que je vivais avant dans le cyclisme élite, c'est qu'on on se soutient et il y a beaucoup de respect. C'est pas je ressens pas de l'ingratitude vis-à-vis des gens qui m'entourent. C'est juste de se pousser vers le haut et ouais, c'est ça que je retiens un peu dans cette aventure. C'est vrai quoi, il y a un peu cette dimension humaine de partage qu'on a pu voir. Je crois que c'était Martin Moritz sur ta dernière nuit quand tu étais à attendre pour traverser retraverser le Danube au bac en Roumanie, qui disait en gros bon bah je vais pas faire une nuit blanche pour le rattraper parce que entre guillemets j'ai pas envie de gagner sur ça. Il y a aussi un peu cette notion de partage. Comment est-ce que tu arrives un peu à partager tout au long de la course éventuellement ou même avant, après avec les autres participants? Ouais, on partage beaucoup. Bah déjà, moi je suis arrivé, j'étais dans un Airbnb avec celle qui a gagné, Jana, et quelques autres personnes. Du coup, ouais, il y a déjà un partage. On essaye de se donner des petits tips, etc. Mais en fait, c'est bizarre parce que en fait, la course nous interdit de faire ça pendant la course, nous interdit de partager entre guillemets on n'a pas le droit d'utiliser le drafting, on n'a pas le droit de rouler avec quelqu'un, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un pendant la course parce que sinon ce serait considéré comme de l'assistance. Oui, parce que pour rappeler, le principe de la TCR, c'est aussi une course sans assistance, donc tu dois te gérer tout de A à Z sans aide extérieure ni d'un autre concurrent. Ouais, c'est ça. Et c'est très strict justement sur ce point-là, au point que il y a 2 ans, il y avait une personne qui avait été éliminée parce qu'elle avait roulé trop longtemps proche. Il roulait à 5 km, à 5, je sais pas, 10-15 mètres l'un de l'autre, mais pendant 70 km. Et du coup, ils ont jugé que c'était trop. Et du coup, ils les ont exclus. Mais du coup, ouais, c'est le fait qu'il y ait ce point aussi strict. Et bah, du coup, ça décuple un peu ces moments humains au niveau des émotions. Et ouais, quand on s'est retrouvé dans le ferry avec Martine, on s'est vraiment congratulé et c'était super beau à voir. On était vraiment super heureux d'être là tous les deux et vraiment on s'est vraiment félicité
ouais, c'était des beaux moments de partage. Et puis là encore, à l'arrivée, on s'est vu quelques soirées et c'est super sympa. En parlant du ferry, tu nous dis que Martine Moritz avait l'air ravie de passer la nuit avec toi sur le ferry, alors que pour les suiveurs qui suivaient ça un peu plus comme une compétition, on a vu certaines personnes sur les réseaux expliquer que tu n'aurais pas dû monter dans le ferry parce que tu étais arrivé plus tard que l'heure limite de l'enregistrement et que voilà, pour le côté juste de la course, on n'aurait pas dû te laisser monter. T'as pas du tout ressenti du coup cet aspect de compétition chez ton principal concurrent finalement? Non, pas du tout. Vraiment, il était vraiment adorable, même s'il était hyper fatigué. Hein. Je l'ai ressenti hyper fatigué. Il avait passé une nuit blanche sur le vélo, mais vraiment, il était super content que je sois là. Il espérait, je l'avais lu dans le récit de la course, qu'il espérait de tout son cœur que j'arrive à le prendre. Et ouais, il était super heureux pour moi. C'était trop cool de le voir là. Et même pour l'intérêt de la course, je pense que c'était mieux que je le prenne. Parce que bon, s'il aurait été tout seul dans le ferry, il n'y aurait plus eu de course. C'est sûr que la course était pliée au bout de 3500 km. Ouais. C'est vrai que ça, est-ce que t'as pas trouvé ça un petit peu dommage que avec les parcours obligatoires qui étaient fixés par l'organisation, ça obligeait un petit peu à ce qu'il y ait besoin de prendre un ferry pour traverser l'Adriatique entre l'Italie et l'Albanie, parce qu'il y avait un parcours obligatoire 3 qui était en partie du côté des Strade Bianche, je crois, du côté de Sienne et Pachentro dans les Abruzzes, et après le dernier passage obligatoire qui était en Albanie. Est-ce que t'as pas trouvé ça un peu dommage que ça aurait pu, entre guillemets, fausser la course, et plutôt que de se dire c'est une course, on est en vélo du point de départ au point d'arrivée, c'est tout? Ouais, c'est vrai que je trouve que les points de vue s'entendent dans tous les cas, mais surtout qu'en fait on n'avait que 2 horaires de ferry le dimanche, c'était 13h ou 23h58, et le lendemain il n'y en avait qu'un. Du coup, ouais, c'est sûr que ça laissait une journée d'écart, et que celui qui allait prendre le ferry le dimanche, il allait avoir un gros avantage. Mais d'un autre côté, ça rajoutait quand même une tactique en plus, un aspect tactique en plus. Et tout le monde pouvait le prendre. Tout le monde avait le droit de le prendre, ce ferry. Il fallait juste être le plus rapide. Et de toute façon, c'est les plus rapides qui ont pris ce ferry. Donc dans tous les cas, c'est la course. Et puis c'était quand même au bout de 3500 km. Donc oui, il y avait déjà des écarts de créer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, bon, moi j'ai trouvé ça bien parce que bon, ça m'a servi, mais bon, je comprends que les autres aient pu râler à propos de ça. Ouais. Est-ce que tu penses que si d'autres personnes étaient montées dans le ferry parmi les autres poursuivants, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose sur le résultat final? Est-ce que tu n'es pas de toute façon le plus fort des premiers? Je sais pas, ouais. Moi j'avais peur. J'ai vu que entre le ferry et l'arrivée, ils sont allés beaucoup plus vite que nous. Donc ça aurait peut-être changé quelque chose. Mais d'un autre côté, j'ai vite pris du temps sur Martine dès le premier jour. Et du coup, ça m'a permis de gérer en dormant beaucoup. Les autres, on m'a dit qu'il y en a qui avaient dormi que 2 heures entre le ferry et l'arrivée. Moi, j'ai dormi, je pense, 15 heures. Donc, ouais, ça fait une diff. Je sais pas si j'aurais pu ne pas dormir les derniers jours. Je sais pas. C'est difficile à dire, mais on saura jamais. Mais oui. Mais c'est pas mon truc de restreindre mon sommeil, donc. Ça, on l'a compris. Ouais. Sur le parcours, on a beaucoup parlé du ferry et en fait, c'est
une chose dont on te demande de parler beaucoup depuis que la course est terminée, mais la course, elle avait commencé bien avant. Vous partez de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous faites tout le nord de l'Espace, on vous fait passer par les Picos d'Europa qui sont déjà des portions gravel, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, on vous demande de monter l'Aubisque et le Tourmalet dans les Pyrénées avec les premiers choix stratégiques qu'on a vus, avec notamment toi et les autres premiers qui font le choix de passer par la France, de prendre le premier parcours obligatoire à l'envers pour ne pas faire tout le col, j'ai oublié le nom depuis. Allez. Portalet. Oui, Portalet, c'est ça, et repartir dans l'autre sens. Ensuite, là, c'était ma première interrogation. On vous fait passer par le col de l'Assiette qui a l'air dans un état assez compliqué et descendre le Finestre sur une portion gravel, ce que je pensais pas voir dans une course plutôt axée route quand même. Comment tu gères ces changements de tracé? Tu passes de la plaine à la haute montagne, de la route au gravel, on te demande de rouler dans la caillasse et de descendre des portions gravel. Est-ce que, par exemple, sur le parcours numéro 3, Assiette-Finestre, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses pendant des centaines de kilomètres avant, en te disant je vais arriver là, ça va être compliqué, ou est-ce que tu fais kilomètre par kilomètre et tu réfléchis pas trop à ce qui arrive ensuite? Ouais, moi j'aime bien faire kilomètre par kilomètre, arriver et puis s'adapter directement sur le terrain, même si en amont je reconnais quand même, je sais où je vais mettre les roues, donc ça va, même si j'avais pas trop d'informations sur ce passage, je savais pas si c'était VTT ou pas, ou gravel plutôt léger, mais ouais, j'aime bien faire ça kilomètre par kilomètre. J'ai vu que Nicolas Châtelet, lui, a voulu anticiper un peu tout ça par peur de faire cette partie de nuit. Et finalement, il a fait une nuit blanche du côté de Béziers et il est arrivé et il commençait à tomber la nuit et du coup, il a dû s'arrêter juste avant et du coup, il a fait une nuit blanche pour rien. Je pense que ça... devoir anticiper longtemps à l'avance, en fait, c'est pas une bonne solution, je pense, parce qu'il peut se passer tellement de choses sur la route, on sait pas quelle moyenne on va faire, quand est-ce qu'on va arriver. Du coup, je préfère faire kilomètre par kilomètre et j'aime bien finalement ces parties gravel. Je sais que je gagne beaucoup de temps, je suis plutôt à l'aise techniquement et ouais, j'aime beaucoup ces parties gravel et surtout là, le Strada della Sieta, c'était vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment bien aimé. En plus, j'étais en forme. J'ai pu gagner pas mal de temps. Je crois que, je sais pas combien. Je pense que je gagne au moins 1 heure là-dessus. C'était vraiment trop bien. Et ouais, je gère au feeling. J'aime bien un peu tout. Et puis entre le plat et la montée, au début j'avais un capteur de puissance qui me permettait d'être régulier un peu dans chaque partie. Je regardais pour pas dépasser certaines puissances et être régulier. Du coup, c'est ça qui me permettait d'avancer assez rapidement parce que il y en a beaucoup qui sur les parties montantes donnent beaucoup et arriver sur le plat se relâche complètement. Et avoir un capteur de puissance, ça permet de continuer à bien pousser sur le plat et de gagner pas mal de temps. Mais à la fin, au bout du 2e jour, j'avais plus de batterie dedans et c'était volontaire. Je voulais pas avoir mon capteur de puissance, me trimballer mon chargeur toute la course. Et puis, de toute façon, après, on pousse ce qu'on a à pousser et il y a plus trop on n'a qu'une seule vitesse. C'est compliqué de donner plus, mais voilà un peu pour la gestion de tout ça. Oui, pour le coup, le col de l'Assiette, c'est l'un des seuls moments où on a pu te voir vraiment. Tu as été filmé par un cyclo qui passait dans le coin, c'est ça? Oui, c'est ça. T'avais l'air assez impressionnant pour quelqu'un qui avait 2000 km dans les jambes. Ensuite, je vois sur ton Strava que tu fais 30 km/h dans la descente du Finestre sur la portion gravel, ce que je trouve personnellement hallucinant parce que je suis pas du tout aussi à l'aise que toi sur ces portions-là.
Est-ce que tu as eu des problèmes mécaniques sur ces portions ou de façon générale? On a vu que Châtelet, par exemple, avait crevé un nombre de fois complètement dingue. Est-ce que toi, tu as crevé ou est-ce que finalement tout ça s'est passé relativement bien? Bah, c'est ça un peu ce que je gagne de l'année dernière, de mes expériences, c'est que au niveau matériel, j'étais quand même super bien. J'ai eu aucune crevaison, j'ai eu aucun problème mécanique à part mon pédalier qui avait du jeu à la fin. Mais sinon, j'ai eu juste au niveau de mes shifters, au niveau de mes manettes, pour passer les vitesses, ça se déchargeait un peu trop vite. Du coup, j'ai dû changer plusieurs fois la pile. Mais sinon, vraiment rien. Rien, ça s'est vraiment bien passé. Après, j'essaye aussi au niveau de mon pilotage de pas. Bah, ça se voit pas trop, mais j'essaye de pas de pas être un bourrin, donc de faire attention aux pierres, essayer d'avoir une trajectoire un peu clean pour pas crever. Et finalement ça l'a super bien fait. J'étais super content de finir sans crevaison. C'est quand même sur 4800 km, c'est quand même pas mal. Mais j'ai fait attention, par exemple. Bah déjà, j'avais des pneus un peu plus renforcés avec les Blackbird All Season. J'avais du 32 à l'avant, 30 à l'arrière. Et à mi-course, juste avant les Strada della Sieta, j'ai remis une charge de liquide préventif. Et du coup, ouais, je pense que ça a fait la différence sur le long. Et ouais, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on apprend du coup avec l'expérience. Et finalement, bah, à la fin, on a pas beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que quand je regarde Nicolas Châtelet, ouais, ça a été compliqué pour lui. Mais bon, il a fait. Ouais, quand je regarde aussi son matériel, je me dis que bah c'est un peu, c'est pas normal, mais c'était un peu prévisible, quoi. Pourquoi? Quelle est la différence de matériel entre vous deux? Bah, je crois qu'il était parti en chambre et il avait des pneus de 28 mm, des GP 5000. Après, il a pas eu de recharge de liquide. Et après, je sais plus trop ce qu'il m'avait dit, mais ouais, enfin, c'est sûr que après je lui ai dit, c'est normal avec. Faut toujours avoir un peu d'expérience sur du long comme ça. C'est pas pareil que sur une course de 1000 km. Les pneus s'usent beaucoup plus vite. Enfin, pas plus vite, mais s'usent beaucoup plus. Ouais, niveau matériel, faut faire attention. Ouais, finalement, 4500 km, c'est presque la durée de vie du pneu total. Donc là, vous l'usez en une semaine et en passant par des portions gravel. Bon, tu parlais de tes trajectoires aussi. Est-ce que le fait que toi, tu fasses des vraies nuits et que lui enchaîne les nuits blanches, ça joue pas sur la lucidité, les trajectoires et le fait que finalement, il prend des mauvaises décisions instantanées qui lui coûtent beaucoup de temps au final? Bah, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, la lucidité, ça change tout. On prend des trous qu'on devrait pas en prendre. C'est sûr que ça fait la différence sur le long et sur le fait de ménager sa monture. Donc, ouais, ça fait la différence. C'est un peu le côté, entre guillemets, t'as eu de la chance de ne pas avoir de problème mécanique, mais la chance, elle se provoque. Donc, t'as su faire en sorte de ne pas avoir de problème, parce que, bon, faut quand même, sur plus de 4000 km, réussir à pas avoir de problème. Et vous évoquiez un peu le fait que tu faisais des nuits longues. J'ai regardé un petit peu avec les datas qui étaient proposées par les organisateurs sur le Race Center. Toi, tu as 29% de temps de pause sur le total de ton parcours, quand tes premiers poursuivants sont plutôt aux alentours de 20% de pause. Donc ça, je sais pas si tu avais vu cette stat-là, cet écart-là. J'ai vu que tu l'avais mise, ouais, mais c'est un truc un peu nouveau, mais j'y croyais en fait que ça pouvait faire la différence, surtout sur une course de 1000 km, dormir très peu, c'est quelque chose qui est obligatoire.
pour pouvoir jouer la gagne. Mais sur une course de 10 jours, pour moi, c'est logique en fait que plus tu dors, mieux tu seras à la fin et donc ça fera la différence. C'est pour ça qu'au début, je savais que j'allais pas être dans les premiers, j'allais pas prendre la tête. Pour moi, c'était logique. Mais je gardais quand même confiance en ma tactique et je faisais attention de rester en embuscade. Le soir, je me rapprochais à chaque fois des premiers. Mais je savais que le lendemain, il devait falloir reprendre mon retard, rattraper mon retard. Mais je savais que en fait, avoir ce sommeil en plus, et si j'arrivais à rester collé, en fait, ça allait me donner un avantage stratégique au moment où il le fallait, en faisant une nuit blanche et en limitant en fait les effets de cette nuit blanche en restant assez compétitif, assez performant. Et c'est ce qui s'est passé quand il a fallu prendre le ferry. J'ai peu dormi et tout en restant hyper performant. C'est ça qui m'a permis d'avoir le ferry. Donc ouais, moi, le fait de dormir beaucoup, c'est la meilleure tactique, en tout cas pour moi. C'est ce qui me correspond le mieux. Et ouais, j'ai un bon pourcentage qui aurait pu être réduit à la fin. Mais bon, j'ai pas pu le faire et j'ai pas eu le besoin de le faire non plus, de faire cette nuit blanche à la fin. Donc c'est pour ça que c'est assez élevé. Ouais, et encore sur la nuit avant le ferry, là tu dis que ça t'a permis d'attraper le ferry, mais on comprend, si on écoute ce que tu as dit dans d'autres médias, que tu avais renoncé au ferry, que tu cherchais un hôtel et que c'est parce que tu t'es retrouvé à dormir dans le couloir d'un hôtel qu'au bout d'un moment tu t'es dit que tu allais repartir et que tu allais essayer. Si jamais tu avais trouvé un hôtel et une chambre, est-ce que tu aurais fait une vraie nuit? Non. C'est là que j'ai eu de la chance. Et du coup, je l'apprends encore sur moi-même et j'apprends encore en ultra. C'est que en fait, ouais, la nuit, c'est normal d'aller moins vite. Et il faut rester confiant, même la nuit où tu es tout seul, où il n'y a plus de messages sur WhatsApp des gens, de ceux qui te suivent. Ouais, à ce moment-là, en fait, je regardais ma moyenne et je voyais ma moyenne qui faisait que de baisser. Je voyais que pour aller au ferry, en fait, je faisais que de ralentir. J'étais pas du tout dans les temps et je regardais devant et je voyais qu'ils avançaient pas très vite non plus et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'anticiper cet échec du ferry et qu'il fallait aller dormir. Sauf qu'il était 4 heures du matin et que c'était normal et j'allais pas trouver d'hôtel. Je suis allé dans un hôtel qui était censé être ouvert, avoir une réception 24 heures sur 24. Je suis allé, j'ai réveillé le monsieur, il m'a dit non, il n'y a pas d'hôtel. Ouais, là, il n'était pas content. Du coup, je me suis fait virer et après j'ai essayé de trouver dans toute la ville un hôtel. Il était 4 heures du matin, mais j'ai fait 1 heure, ou peut-être 1 heure pour trouver un hôtel, mais que j'ai pas du tout trouvé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train de gâcher complètement ta course, juste parce que tu crois plus en ce ferry. Et puis finalement, j'ai trouvé un hôtel qui était ouvert mais qui était ouvert, il y avait juste une porte ouverte et je me suis juste mis dans le couloir, j'ai pris dans un placard du linge, et je me suis mis dessus pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il y a un monsieur qui est rentré dedans dans le couloir. J'ai cru que c'était le responsable de l'hôtel qui voulait me virer et finalement c'était un client qui voulait rentrer dans sa chambre. Et du coup je me suis recouché pendant une demi-heure et puis après je me suis levé, j'ai fait oh là là mais qu'est-ce que tu as fait là? N'importe quoi.
Et en fait, il faisait jour maintenant et j'ai fait quelques petits coups de pédale jusqu'au premier commerce. Et puis je me sentais bien. Du coup, j'ai rempli mes bidons. J'ai appelé un ami. Du coup, On va en reparler. ouais, ça a été mal interprété, mais ouais, du coup, il m'a dit, mais tu sais que tu peux encore le faire. il te, il te faut, je sais plus, 28 km/h pour atteindre le prochain ferry. Il y a que toi qui peux y arriver. Du coup, ouais, en entendant ça, je me dis, ouais, c'est vrai, il a peut-être raison, il y a peut-être encore possibilité de le faire. Et finalement, euh, j'arrive au ferry juste, ouais, juste à 23h15. Je galère à trouver le, l'enregistrement. Et finalement, le monsieur était super sympa. Il a accepté de me donner mon billet et ça l'a fait. Et, ouais, c'était vraiment incroyable comme journée. On a eu du vent d'eau sur la fin. Ouais, comme s'il fallait absolument que je laisse Ferry. Mais ouais, c'était incroyable. C'était fou. Est-ce que ça, toute cette histoire autour de ce ferry qu'il fallait prendre à Bari pour après rejoindre l'Albanie, c'était la partie la plus compliquée pour toi? De se dire, il faut vraiment que j'arrive à tel moment, sinon bah, la première place elle est partie. Bah ouais, c'était vraiment le moment. Enfin, c'était le moment clé de la course. C'est là où tout s'est joué. Je le savais pas vraiment à ce moment-là, mais c'est là où j'ai construit ma victoire. Et enfin, je me dis heureusement que je l'ai pris. Heureusement qu'on m'a refusé à l'hôtel. Ouais, ça se joue. En fait, je me suis dit, mais c'est une course qui dure 10 jours, qui dure 4800 km, mais en fait, ça se joue vraiment à quelques minutes, en fait. Ça se joue vraiment à rien du tout, et ouais, c'est complètement fou. En tout cas, nous, derrière l'ordi à suivre sur le tracker, on était, on était beaucoup à stresser. Il y avait plein de théories et tout. Et finalement, de voir le message du compte officiel de la TCR pour dire c'est bon, Martin Moritz et Victor Bozoni ont pris le ferry. Voilà, on a pu souffler un coup. Hein. Ouais. Donc là c'était bon. Mais c'est vrai que ouais, t'as eu pas mal de moments compliqués, mais moi aussi. On peut l'évoquer quand même aussi ce moment où t'as fait le choix après le dernier point de passage obligé en Albanie, t'as fait le choix Ouais. de remonter par la Serbie pour aller ensuite passer au nord du Danube pour prendre une portion plus quasiment toute plate jusqu'à Ouais. l'arrivée. Mais il fallait encore refranchir à nouveau le Danube parce que le début du parcours final commençait au sud du Danube. T'as essayé de prendre un pont entre précisément le Ouais. pont de l'amitié Rousset-Giurgiu, voilà pour les fins connaisseurs, mais il t'a été refusé. Ouais. Et du coup, t'as dû aller apprendre à chercher après plus loin un petit ferry pour traverser le Danube où t'as dû attendre toute la nuit. Là aussi, c'était sacrément compliqué. Ouais, c'était un moment compliqué parce que je pensais que ça allait passer nickel sur ce pont. Surtout que quand j'arrive, je demande à un policier si je peux passer. Du coup, il me dit bah oui, oui, vas-y. Du coup, je me dis ah bah c'est bon, je vais pouvoir passer. Et à ce moment-là, il y a le directeur de la course qui est là à pied. Il a traversé le pont à pied pour vérifier si c'était si on pouvait passer. Et finalement, il vient, il me dit que ce pont n'est pas assez sécurisé, il y a des travaux et il n'y a pas il y a pas de barrière sur les côtés pour sécuriser. Et du coup, il me dit, faut que tu trouves une autre solution. Sauf que il était assez tard, il était 17-18 heures.
Et pour pouvoir aller au passage du bac, c'était 150 km à l'est. Et sinon, il m'a dit fallait faire 100 km en revenant sur mes pas. Moi, c'était pas une option, ça, de revenir sur mes pas. Du coup, j'ai préféré aller au ferry. Les horaires étaient assez incertains. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi sur Internet. Du coup, je me suis dit, bah, autant y aller. Ça se trouve, ce sera ouvert. Ce sera ouvert. Il y aura un passage dans la nuit, etc. Moi, j'y vais et ouais, quand j'arrive, et bah, il y a rien du tout. Tout est fermé. Et puis il y a même le directeur de course qui est là et avec la photographe. Et sauf que je les reconnais même pas. Et du coup, je m'approche d'eux et je leur demande. Je vois même pas le directeur de la course. Je demande à la photographe si elle parle anglais. Je lui demande si elle sait s'il y a un ferry dans la nuit. Puis elle me dit. Oh non, nous on est là, on est comme toi, on regarde, on attend pour voir. Et en fait, ils m'ont raconté plus tard, bah, du coup, que c'était eux. J'étais complètement, je pense, plus trop lucide là. Bon, entre guillemets, peut-être ils ont pas voulu te dire directement pour pas interférer sur ta course. Ouais, c'est ça. C'était drôle. C'était super drôle. Mais du coup, j'étais un peu dans le doute parce que Martin, il était je crois, à 6 heures, 6 ou 7 heures derrière moi. Enfin, même pas. Il était tout proche et du coup, dans la nuit, il aurait pu passer devant moi. Et du coup, bah, je me suis arrêté et j'ai dû attendre 7 heures du matin le lendemain pour prendre ce bac. Mais de toute façon, j'avais pas le choix que d'attendre. Et je m'étais préparé dès le matin à devoir faire le parcours à bloc. Et ouais, mais finalement, bah, j'ai pas eu besoin de le faire. Et Martin était un peu fatigué, je pense. Et aussi, bah, il voulait pas non plus gagner comme ça. Donc voilà, ça l'a fait comme ça. Et puis moi, ça m'arrangeait. Du coup, j'ai fait une bonne nuit et j'ai pu arriver frais le lendemain. Enfin, entre guillemets. Ouais, tu arrives à garder ton calme dans un moment comme ça. Nous, on a cherché, nous, on a stressé pour toi. On a cherché les horaires du bac. On a vu que, a priori, il y avait des horaires d'été avec des bacs jusqu'à minuit, donc tu allais arriver largement à l'heure. Finalement, toi, t'arrives, tu dois avoir la même info. Tu te rends compte qu'il y a rien. Tu te dis que le deuxième est pas si loin que ça derrière. Est-ce que à ce moment-là, tu commences à stresser, à paniquer un petit peu, ou est-ce que finalement tu acceptes et tu te dis, bah, on verra bien ce qui se passe? Ouais, j'accepte. À ce moment-là, de toute façon, c'est plus entre mes mains. Je peux plus rien y faire. Ouais, j'essaye juste de trouver la meilleure solution à faire. Là, je vois qu'il y a plus il y a plus du tout de ferry. Je demande du coup au restaurant qui était là. Eux, ils ont la meilleure info. Du coup, je leur demande quand est-ce qu'est le prochain ferry. Ils me disent 7 heures du matin. Et ouais, à ce moment-là, du coup, je l'accepte directement et j'essaie juste de trouver la meilleure chose à faire maintenant. Qu'est-ce qui pourrait rendre tout ça meilleur et ouais, la meilleure solution, là, c'était de faire une bonne nuit. Du coup, j'ai réussi à trouver un hôtel juste à côté. J'ai eu de la chance parce qu'il était 23 heures, il n'y avait plus personne dans l'hôtel. Je suis rentré. Il y a un monsieur qui arrive. Je lui demande s'il y a une chambre. Il parle pas anglais. Il appelle la responsable qui arrive 10 minutes après, qui vient et qui me donne une chambre. Et après, je lui dis est-ce que vous avez à manger même un petit bout de pain, ça me suffit. Et ils arrivent et puis la dame, elle me donne un sandwich et le monsieur, il me ramène une baguette de pain avec des sardines. Et puis il me demande rien en échange. Donc voilà. C'est juste
c'est juste vous et ouais, il y a rien qui peut me donner plus plaisir que, que ça le soir et je pense juste au lendemain en me disant la seule solution, s'il est devant, c'est de faire le parcours à fond et essayer de le rattraper du coup grâce à ma fraîcheur de la nuit et ouais, après on verra le lendemain. En plus le lendemain matin j'avais pas internet, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Du coup j'ai pas pu je voyais pas au départ du bac où il était et finalement quand j'arrive du côté de l'autre côté du Danube, c'est revenu et j'ai pu voir où il était et finalement c'était un grand soulagement de voir qu'il était 100 km derrière et j'avais juste à finir à peu près tranquille le parcours, même s'il y avait beaucoup de vent et il y avait une partie gravel qui était pas simple. Et finalement, ça a été tranquille. Ouais, parce qu'au final, tu finis quand même avec 7 heures et 10 minutes d'avance sur Martin Moritz. Donc à peu près l'équivalent de ta nuit à Silistra avant le bac. Mais dans l'ensemble, alors, on a quand même du coup pas mal parlé de toutes les péripéties que tu as pu avoir, notamment pour le ferry, la retraversée du Danube. Est-ce qu'il y a quand même, sur l'ensemble là, de ces 10 jours et demi de course, des moments où tu as profité? Ouais, ah bah oui. Moi, j'ai adoré les Strada della Sieta. Moi, j'étais vraiment bien à ce moment-là. Tout allait bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et wow, c'est vraiment un endroit exceptionnel. On est vraiment sur la crête. Ouais, c'est du gravel qui est quand même assez roulant. On a toutes les Alpes devant nous. C'est juste magique et j'ai beaucoup aussi apprécié les Pyrénées, l'Aubisque, le Tourmalet, le Soulor. J'étais jamais allé et ouais, j'ai beaucoup apprécié. Il y a Picos de Europa aussi qui était vraiment sympa, une vallée assez impressionnante avec des falaises vraiment atypiques. C'était vraiment joli. Et puis après, ouais, c'était super beau. Les Balkans, j'ai pas super bien apprécié parce que je me suis pris l'orage en Albanie. C'est moins cool là, oui. Ouais, le parcours en Albanie était super beau. C'était court, mais c'était magnifique aussi. J'ai beaucoup aimé. Mais après, ouais, c'est sûr, il y a eu les 2 orages et là, c'était pas drôle. Mais ouais, il y a des moments où on apprécie, où on se sent bien et on peut bien pousser. Ouais, le parcours des Pyrénées, du Tourmalet, j'étais vraiment en super forme et ouais, j'ai pu faire 30 minutes de moins que le deuxième. Donc, ouais, ah oui, costaud. Ouais, j'étais super content. Mais ouais, il y a des moments quand même où on apprécie. J'aime beaucoup aussi mais je connaissais déjà les Alpes du Sud. C'est super beau. Et ouais, on se rend compte que finalement en France, on a quand même un super terrain de jeu, des super paysages super variés et, euh, et on n'a rien à envier aux autres pays. Les Strade j'ai pas super apprécié, c'est bizarre. J'ai trouvé que c'était pas super roulant. Je m'imaginais vraiment ça super roulant, mais en fait, je sais pas, il y a des tracteurs qui passent dessus et c'est un peu rugueux. Mais bon. Pour y avoir été une fois, j'avais été étonné par le décalage entre l'image qu'on s'en fait en voyant la course à la télé et l'état des chemins qui est pas si bon que ça, quoi, finalement. Ouais, bah exactement, j'ai eu la même sensation. Sur le parcours, justement, tu parles des Balkans, que ça a été un peu plus difficile avec la météo, mais est-ce que c'est pas aussi plus difficile de tracer ton chemin là-bas, sachant que l'organisateur avait interdit quand même beaucoup de routes dans la région, qui est sûrement une région que tu connais pas du tout. Comment t'as préparé ton parcours? Est-ce que tout était prêt à l'avance? Par exemple, est-ce que tu avais déjà prévu de passer depuis longtemps par ce pont qui t'a été interdit? Ou est-ce que tu as fait des choix de parcours en dernière minute? Non, j'avais tout préparé en amont. C'est vraiment un travail hyper long.
Ouais, il faut vraiment tout reconnaître, essayer d'étudier pour avoir le parcours le plus court, mais aussi avec le moins de dénivelé possible. Du coup, on y passe vraiment beaucoup de temps. Et puis surtout, là, avec toutes les routes interdites en Bulgarie, c'était vraiment un casse-tête. Du coup, il a fallu trouver le meilleur parcours, la meilleure option. Et finalement, la Serbie, ça a été finalement assez naturel. Du coup, vu toutes les routes interdites. Mais finalement, je regrette un petit peu d'être passé par toute cette partie plate parce que ouais, c'était long et je me suis rendu compte que ceux qui passaient un peu par la Bulgarie, qui coupaient un peu, et ben ils sont allés un peu plus vite que moi. Martin est passé un peu plus vite, j'ai l'impression. Ouais, on a eu l'impression en suivant que tu t'as pris beaucoup de temps en sortant du ferry. T'as pris une avance assez impressionnante en quelques heures. Mais après, vous n'avez pas fait les mêmes choix de parcours et c'est vrai qu'on a l'impression que Martin Moritz traversait les Balkans un peu mieux que toi et que il a fait des meilleurs choix de parcours. Mais bon, j'imagine que ça, quand tu es devant ton ordinateur chez toi, à côté de Dijon et que tu commences à regarder les Google Street en Serbie, en Bulgarie, en Roumanie, ça doit être difficile de faire le bon choix parce que c'est des endroits qu'on connaît pas du tout. Ouais, c'est ça. Et puis en fonction de la route, en fait, ça change pas mal. Si tu passes dans des villes aussi, tu perds du temps et en fait, tu t'en rends pas compte avec les chiffres que c'est mieux de peut-être un peu ouais, passer par des routes un peu moins intuitives directement. Et ouais, c'est difficile de faire la meilleure route possible. Il y a toujours des petites erreurs. Et tu gardes un peu de possibilité d'adapter ton parcours ou c'est vraiment tu suis ce que tu as tracé chez toi avant de partir et normalement tout va bien? Non, je me suis fait plusieurs options justement. J'avais une première option différente pour aller au parcours du Tourmalet. J'avais soit une option qui passait par le Pays Basque, soit par l'Espagne. Mais finalement, le Pays Basque, c'était celle avec le moins de dénivelé. Et en fait, je regardais surtout par rapport au vent pour choisir au dernier moment. Et j'avais aussi une option du coup au niveau des Alpes du Sud pour arriver jusqu'à Gap, entre Montpellier et Gap. J'avais soit où je suis passé par Sisteron, par cette grande vallée là, ou soit en remontant un peu la vallée du Rhône. Mais du coup avec le vent, ça c'est, enfin, on a vite compris que c'était mieux de passer par Sisteron parce que on allait se prendre un vent de face dans la vallée du Rhône et ça allait être Moins sympa. ouais, ça allait être moins sympa. Et sinon la dernière option c'était après le parcours en Albanie, soit je passais par le gravel, soit je contournais. Et là j'ai choisi de contourner parce que déjà il y avait les orages. Et puis vu que j'étais premier, j'avais pas envie de prendre trop de risques non plus en passant par le gravel. Même si au final, passer par le gravel, ça aurait été beaucoup plus rapide. On a vu que le ferry d'après, on a vu que ceux qui étaient passés par le gravel avaient repris au moins une demi-heure sur ceux qui avaient contourné. Ouais, justement, en matière de météo, alors pour le coup, quand tu as traversé la France depuis la sortie des Pyrénées jusqu'aux Alpes, tu passes par le Lauragais, Carcassonne, Béziers, Montpellier. À ce moment-là, vous avez un bon vent de dos pendant presque toute la traversée de la France. Il fait soleil, 28 degrés. Sachant que c'est un coin que je connais, côté de Carcassonne, tu peux avoir 60 km/h de vent de face. En ce moment, Ouais. il fait 41 degrés. Est-ce que finalement, tu as l'impression d'avoir été gâté par la météo par rapport aux conditions qu'on peut avoir dans certaines régions? Oui, on a été gâtés vraiment au départ. Enfin, depuis le Pays Basque, on avait du vent favorable.
C'était vraiment bien. Et puis en plus, on a vu que quelques jours après, même une journée après, les autres ils se sont pris la pluie. Enfin, j'ai un ami là qui vient d'arriver et qui m'a dit ouais, toute cette partie ils ont pas arrêté de se prendre la pluie. Mais c'est vrai que nous on a eu vraiment de la chance. On a échappé à tout et en plus on s'est pris du vent de dos, donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir quand on passe dans ces coins-là. Pour parler un peu de ton organisation, alors on avait évoqué le fait que le principe de la TCR c'est une course sans assistance. On a évoqué rapidement le fait que à un moment les organisateurs sont venus te voir pour dire est-ce que t'as pas eu une petite aide de celui que t'avais appelé dans une de tes vidéos, Alex. Est-ce que tu peux faire le point avec nous pour dire que non, il n'y avait pas de problème pour ça? Ouais, ça c'était un point. Ouais, un point qui a été bizarre parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il me reproche ça. J'en ai parlé dans ma vidéo. Je lui dis avec Alex, on a calculé et que ça le faisait. Mais en fait, je lui ai expliqué du coup que moi je calculais aussi, chaque heure, quelle moyenne je devais avoir et que en fait Alex, il était juste là pour m'encourager, et les encouragements sont pas compris comme de l'assistance selon eux, donc ouais, il fallait juste que je m'explique là-dessus, et finalement ça s'est bien passé, mais bon, ça m'a fait ouais, j'ai eu 15 minutes, ils m'ont arrêté 15 minutes pour déjà pour que je puisse m'expliquer, et ensuite ils ont dû discuter avec tout le staff pour donner leur décision. Mais c'est vrai que quand je suis reparti, ça m'a fait bizarre parce que tout de suite, j'ai l'impression d'avoir triché et ouais, d'être plus légitime à faire la course. J'ai mis un peu de temps à me remettre en route, à me remettre les idées en place. C'est vrai que c'est assez perturbant quand on dit ça, surtout qu'il a un air hyper sérieux, un peu dramatique, et ouais, c'était pas facile, ouais, ce moment-là. Mais comment l'organisateur ou même toi arrive à faire la différence entre ce qui relève de l'aide extérieure et ce qui relève de l'encouragement? Nous, par exemple, sur le forum, on suivait ta course en particulier et on discutait des itinéraires, on parlait des horaires de ferry, des horaires de bac. On a appris que tu lisais le forum, mais bon, à aucun moment on a voulu interférer sur la course, on en parlait. Donc comment tu peux faire appliquer cette règle de l'aide extérieure, sachant que toi tu peux trouver des infos, il y a des gens qui peuvent donner des infos de façon générale sur lesquelles tu peux tomber. Quelle est la différence entre finalement que quelqu'un te dise il y a un bac à 23h ou que ce soit sur un forum que tu l'aies lu? Ouais, il y a pas. Je pense que eux-mêmes ils savent pas trop. C'est vraiment libre d'interprétation. C'est trop dur de faire la différence. Après, il m'a expliqué que c'était vraiment surtout pour ceux qui regardaient et qui voulaient des explications. C'est pour pas attirer les polémiques, etc. Donc, ouais, ils ont fait ça pour leur image par rapport au fait que tu avais mentionné un Alex dans une vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, c'était surtout pour ça. Parce que sinon, de toute façon, comment ils peuvent contrôler ça? Ils n'ont pas accès à vos messages, ils ont pas. Si t'avais vraiment quelqu'un par téléphone qui te donnait des consignes, si t'en parles pas, ils peuvent pas le deviner, quoi. Bah oui, mais c'est pas dans l'esprit de la course, bien sûr, mais. Oui. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui font aussi, qui ont tous quelqu'un derrière. Mais bon. Est-ce que tu as eu l'impression que tu risquais d'être éliminé à ce moment-là ou ouais, quand même. Il m'a dit que j'allais être exclu. Il me dit même, tu veux faire un câlin? Il m'a dit pour me réconforter. Je me suis dit ouais, c'est fini. Ah ouais, la vache. Ouais, j'ai cru que c'était fini, hein. Je me suis dit, mais bon, finalement, il a été compréhensif, il a essayé de comprendre. Et après, bon, ça a été. Mais ouais, il voulait quand même que je continue, ça lui faisait mal au cœur, enfin, de ce que j'ai compris.
Peut-être si on pousse, on peut dire que comme chaque organisateur fait un peu ses propres règles, en tout cas en ultracyclisme, qu'il voulait un peu rajouter un petit côté dramaturgie, comme il y a eu aussi avec le coup de ton passage sur le pont qui était interdit, alors que d'autres derrière toi, qui n'ont pas forcément vu l'info, ont pu prendre le pont sans être inquiétés derrière. Donc, après, ils vont être inquiétés plus tard. Ah Ils vont se prendre une pénalité. Ah merde. Mais... Bon. Mais oui, mais j'ai aussi pensé à ça. Vu que j'avais pris pas mal d'avance, ils voulaient rajouter un petit peu de drama par-dessus, mais bon. Ça va. En tout cas, la publication qu'ils ont mise après l'histoire du pont, on voyait bien que qu'ils l'aient provoqué ou pas, ils étaient très contents de cette situation. Ah bah oui, bien sûr. Oui, ça rajoutait un peu de suspense entre toi et Martin Moritz, qui était du bon côté du Danube, entre guillemets. C'est ça. Entre ta disqualification sur l'article, sur la Northscape et ça aurait fait beaucoup peut-être de... Ouais, un peu trop. Toi, tu fais pas des courses à moitié, t'as toujours des histoires particulières. La TCR l'année dernière où t'oublies ton passeport et tu l'as monté 2 fois le gros Glockner, Oui. je crois. C'était ça. Donc il y a des sacrées choses. C'est ça. Après, pour finir aussi sur l'aspect organisationnel, il y a une question que moi je me suis posée, c'est je me dis, mais en fait, tous ceux qui participent, toi compris, du coup, vous faites la TCR du départ à l'arrivée tout seul, à vous gérer du début à la fin. Financièrement, comment tu te débrouilles? Parce que j'imagine que tu pars pas les mains dans les poches et aller quémander partout. On voyait que tu devais aller faire des courses pour faire ton ravitaillement, tu devais aller dormir dans les hôtels pour pas dormir dans la rue, forcément. Comment est-ce que tu t'es organisé financièrement pour cette course-là et aussi pour le reste, parce que tu t'as pas fait que la TCR non plus? Non. Bon, depuis que je fais ce genre de course, depuis la Northscape, en fait, j'ai créé une association qui me permet de pouvoir avoir des sponsors. Et du coup, j'ai des sponsors locaux, j'ai une fromagerie, j'ai une brasserie à côté de chez moi, qui me permettent du coup de financer ce genre de courses et me défrayer du coup de l'inscription, des transports pour y aller, pour revenir, et du coup des hôtels aussi, c'est ça qui coûte aussi super cher pendant la course, et du coup de la nourriture. Je pense que ça me revient à 5 000 € pour une TCR. Donc c'est sûr que moi je suis incapable de financer ça tout seul. Et heureusement que j'ai ces partenaires qui m'aident. Mais ouais, déjà une inscription, faut payer au moins 500 ou 600 €. Et ensuite, pour chaque sponsor, il faut repayer 100 livres par-dessus. Ça revient vraiment hyper cher. Et ouais, c'est obligatoire d'être... Enfin, pour moi, c'est obligatoire d'être accompagné. Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire qu'en plus de ton inscription, tu dois payer une somme supplémentaire pour le fait d'être sponsorisé? Ouais, c'est ça. C'est une média licence, ça s'appelle. Okay. Pour qu'ils puissent parler, pour que les médias puissent parler de la course. Enfin, pour les sponsors puissent parler de la course. Sachant que toi, tu as quand même beaucoup de petits sponsors, donc finalement, ça fait assez cher l'inscription. Ouais, c'est très cher. Je suis à plus de... Je crois que j'ai payé 800 € rien que pour les sponsors. Donc ouais. Oui, alors que, imaginons sur le papier, tu dises j'ai pas l'argent pour payer ces 800 € là, et ils auraient pas pu parler de toi techniquement du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, t'aurais pas pu avoir ton maillot avec le sponsor dessus et ok. Et donc quand t'estimes le coût à 5 000 €, c'est inscription, trajet en train, la nourriture, les hôtels? Ouais, c'est ça. Les hôtels, la nourriture, mais c'est vrai que ça revient cher. Et puis en plus, les équipements aussi. Si on veut avoir des prolongateurs, avoir tout ce qui est pneus, tout ce qui est outils, tout ce qui est sacoche. Parce que forcément, c'est pas un vélo classique. Non, toi, t'as forcément un vélo particulier, et qu'en plus, le choix, toi, t'avais fait le choix d'avoir un vélo en acier d'ailleurs. Ouais, c'est ça.
j'ai un partenaire de sponsor Cycleméral du coup qui me prête un vélo à l'année. Du coup ça va pour tout ce qui est vélo, ça va, mais oui, c'est sûr qu'il faut l'adapter à l'ultra distance. C'est pas pareil. On a une dynamo aussi. J'ai une roue dynamo du coup qui me permet d'être autonome en électricité, d'avoir du coup une lampe sans devoir la recharger. Ça c'est vraiment au niveau mental, au niveau charge mentale, c'est quand même super intéressant de pouvoir recharger aussi ces appareils, être sûr voilà d'avoir toujours ses appareils rechargés, son téléphone. C'est hyper important et ouais, c'est sûr qu'il faut l'adapter. C'est pas un vélo normal et il est toujours beaucoup plus lourd qu'un vélo du Tour de France. C'est pour ça qu'on va moins vite aussi. Mais t'es quand même allé très vite. Ça, t'es quand même allé à une sacrée vitesse. Je crois que j'ai vu, ne serait-ce que la dernière journée avant de retraverser le Danube. J'ai regardé, t'as fait toute une journée à 30 à l'heure. Bon, c'était tout plat, mais il faut quand même le faire à tenir tout seul avec tout l'équipement, tout ça. Ouais. Toi, t'as peut-être plus de chiffres encore sur toutes tes vitesses et tout. T'as mis toute ta course sur Strava, alors bon courage pour afficher tout ça en une fois sur l'appli. mais c'est sacrément costaud quand même. Ouais, sur cette partie, ouais, j'ai 30 de moyenne, mais ouais, il faut aussi adapter. En fait, c'est l'ultra distance, faut essayer de se garantir un bon confort, mais il faut aussi faire attention aussi à l'aérodynamisme. C'est ce que j'essaye de faire en ayant une position pas mal aéro, faire attention à ne pas avoir de sacoche qui puisse ralentir et augmenter le coefficient de pénétration dans l'air. Ouais, j'essaye de faire attention à tout ça. Et c'est ce qui me permet de rouler vite aussi, c'est sûr. Luc, je crois que tu avais vu aussi un truc intéressant par rapport à la façon dont, Victor, tu t'organises aussi financièrement à l'année pour gérer toutes tes courses. Ouais, ça a été évoqué dans un article que l'équipe a publié après la course. Moi, j'avais vu ça sur une de tes vidéos sur Instagram et je pense que j'étais habitué à voir tes performances et à être impressionné par tes performances physiques et à ta capacité à rouler vite et longtemps. Et un jour, tu as publié une vidéo sur tes réseaux où quelqu'un te demandait en gros si tu étais au chômage ou étudiant et comment tu faisais pour t'entraîner et tu avais mis finalement ta journée type où tu te levais à 5 heures du matin, tu allais travailler à l'usine, tu rentrais, tu mangeais, tu partais faire 180 km à vélo, t'arrivais chez toi à 21h30, tu mangeais, tu dormais et je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus impressionné sur toi finalement parce que il y a beaucoup d'études sociologiques qui montrent que les sports d'ultra-endurance, c'est quand même quelque chose qui est plutôt pratiqué par les CSP+, on va dire, des gens qui ont des moyens financiers importants. On comprend pourquoi quand tu évoques les montants pour participer à ces courses, mais en plus parce que c'est des sports qui sont extrêmement exigeants physiquement et qu'on peut difficilement, normalement, pour des gens plus humains, concilier avec une activité à l'usine et voir que toi, tu bossais des semaines de 35 heures en usine et que tu étais capable d'avoir cette charge d'entraînement derrière. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que comment tu concilies ces deux activités sur des longues périodes de plusieurs semaines ou plusieurs mois? Alors, moi, j'ai la chance de vivre encore chez mon père, donc il m'aide quand même du coup financièrement, je paye pas de loyer, etc. Mais du coup, ouais, pour soulager tout ça, cet hiver, je travaillais en intérim, ce qui me permettait d'avoir soit l'après-midi, soit le matin de libre pour pouvoir aller rouler, mais c'est sûr que c'est des moments où ouais, je n'ai pas, j'ai pas de vie sociale en fait. Ouais, je travaille et l'après-midi je roule et dès que je rentre, je vais dormir parce que le lendemain je repars, je me lève à 4 heures et il faut quand même garder une grande partie de
de la journée pour dormir. Et ouais, c'est sûr que c'était pas facile. Après, j'ai pas fait ça toute l'année non plus. C'était vraiment par période que je faisais ça. Et un mois avant la TCR, j'ai arrêté de travailler quand même pour pouvoir me consacrer à la préparation et essayer de limiter un peu toute la fatigue. Mais par exemple, à la Desertus Bicus, j'ai arrêté de travailler la semaine juste avant et j'ai ressenti la fatigue dès la première journée. Donc c'était quelque chose que je voulais pas réitérer. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas le choix. Il faut ramener de l'argent. Mon père, il peut pas me soutenir indéfiniment et ouais, c'est sûr que c'est dur, mais du coup, on se rappelle sur le vélo pourquoi on est là et ça nous donne un petit supplément d'âme et c'est sûr que quand on bosse à l'usine, ça nous ramène aussi les pieds sur terre et ouais, quand personne nous connaît ou personne ne sait ce qu'on fait, ça nous donne une certaine humilité et c'est pas plus mal. Ouais, et puis peut-être ça te permet de relativiser la souffrance sur le vélo. Tu dis que entre les deux, tu préfères peut-être le vélo que l'usine. Ouais, je préfère être sur mon vélo que être à l'usine à répéter des gestes indéfiniment. Et ouais, c'est sûr que on savoure la chance qu'on a d'être là et ça rend la chose plus agréable et plus facile. Et justement, à la fin de l'article publié dans l'équipe, il est question de vivre de l'ultra, que tu aimerais pouvoir vivre de ça. Est-ce que tu penses que c'est une perspective qui est envisageable à court terme? Est-ce que c'est une discipline qui est suffisamment médiatisée pour que tu puisses vraiment tirer des revenus de ça? J'en tire déjà un petit peu depuis ma victoire sur la Desertus Bacchus et la Traca. Ça m'a donné quelques perspectives, mais après de là à en vivre complètement, je pense que ça va demander beaucoup de temps. Je sais pas si dès l'année prochaine je pourrais. En tout cas, si je peux en vivre partiellement et travailler un peu à côté, ce sera déjà une petite victoire et je crois beaucoup en cette discipline et peut-être que dans le futur ça pourrait être possible. Après, j'essaye de me développer petit à petit chaque jour et chaque année et j'essaye d'apporter un peu plus chaque année et voilà mes réseaux sociaux commencent à grossir et j'espère que je pourrai développer des projets comme des documentaires un peu plus produits et que ça pourrait attirer d'autres choses. Ensuite, on va essayer avec mon coach de faire un plan d'entraînement pour l'ultra et moi de créer un guide pour bien se préparer et du coup ouais, on a plein de projets comme ça et j'espère que ça pourra m'amener vers quelque chose qui me permette de vivre de ma passion. Ce serait un rêve, quoi. Ah, c'est sûr. Puis on va quand même rappeler que t'es jeune, hein, surtout dans la discipline du trail cyclisme. T'es né en 2001, donc tu vas avoir 24 ans là cette année, ouais. Alors que quasiment tous tes adversaires ont la trentaine, passé la trentaine, etc. Ouais. Ça montre aussi que t'as de la marge, t'as du temps peut-être à voir venir devant toi pour la suite. Allez, j'ai peut-être deux petites questions pour finir. Déjà, maintenant que t'as gagné la Transcontinental Race, ça peut être quoi les prochains objectifs pour toi? Moi, j'aimerais bien me mettre au VTT. En fait, il y a une partie de la discipline qui est pas mal développée, c'est l'ultra distance off-road. Comme des courses, il y a l'Atlas Mountain Race que j'aimerais faire l'année prochaine. C'est au Maroc. C'est une course de 1400 km à peu près dans l'Atlas. Ensuite, il y a la Tour Divide aux États-Unis qui sera un rêve. C'est un peu l'autre grosse course à côté de la Transcontinentale mythique. Et puis à plus long terme, j'aimerais bien un jour pouvoir essayer de battre le record du monde
du tour du monde. Ça, ce serait vraiment ouais, l'objectif ultime. Mais bon, ça demande du temps et beaucoup de ressources. Donc j'ai ça dans un coin de ma tête, mais on verra bien quand ce sera possible. C'est des beaux rêves, des beaux objectifs. En tout cas, on continuera à te suivre. Et je pense qu'il y aura du monde sur le groupe Eto pour te suivre, te soutenir. Et pour finir aussi sur ta course là, cette année, la Transcontinental Race, donc t'as remporté le classement général, t'as remporté aussi ce qu'ils appelaient le classement par points, qui est en fait simplement entre guillemets un classement au temps sur les parcours obligatoires. Ouais. Et t'as aussi remporté le classement qu'ils appellent Green Leaderboard, un peu une sorte de label vert qui fait en sorte que tu t'es engagé à pour aller au départ et revenir jusqu'à chez toi depuis l'arrivée, ne pas prendre l'avion. En quoi c'est important pour toi justement cet engagement-là? J'avais déjà été dans ce classement l'année dernière. Pour moi, c'est naturel. C'est plus au niveau écologie, c'est sûr que c'est vraiment. Je supporte plus de prendre l'avion. Pour moi, c'est quand on a cette possibilité de prendre le train ou d'avoir d'autres possibilités, même si c'est plus long. Il faut le faire. Pour moi, c'est vraiment agréable. En fait, le train, c'est une autre façon de voyager, beaucoup plus lente, mais on se rend compte vraiment de la distance et on se rend compte vraiment de ce qu'on parcourt et ça permet d'avoir un peu de rester un peu sur terre et de comprendre cette chance aussi qu'on a de voyager, de comprendre vraiment d'où on vient et je sais pas, philosophiquement ça me correspond bien et c'est pour ça que je le fais et en plus je trouve ça super agréable. C'est un peu comme ça. Justement, est-ce que tu n'as pas trouvé, en tout cas c'est une réflexion qui a pu être faite sur le parcours, qu'il y avait un certain décalage entre le fait de mettre en avant ce classement vert pour les personnes qui prenaient le train à l'aller et au retour, et le fait de vous imposer un parcours en ferry assez long quand on sait que le ferry est un mode de transport quand même assez polluant. Est-ce que tu n'aurais pas aimé que l'organisateur aille jusqu'au bout de cette démarche et vous évite ce type de parcours un peu obligatoire? Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant de nous avoir fait prendre ça, de nous avoir obligés surtout à prendre ça. S'il y avait eu d'autres solutions, c'est sûr on aurait pu, on aurait privilégié de rouler, mais ouais, il y a des petits décalages, mais bon, ça on n'y peut pas grand chose, mais on peut déjà s'estimer content, heureux qui promouvoit les personnes qui voyagent par voie terrestre. C'est déjà une bonne chose, c'est un bon geste et en plus ils ont une autre course aussi qui s'appelle The Accurst et qui est réservée justement à ceux qui voyagent que par voie terrestre et ceux qui voyagent par avion, ils sont interdits. Après, je ne sais pas si c'est la bonne approche. Pour moi, la meilleure approche, c'est de faire aimer de voyager par voie terrestre et de ne pas le faire adopter par la contrainte. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose, mais déjà essayer d'inspirer les personnes à le faire et essayer de leur faire une première fois pour qu'ils puissent découvrir que c'est une façon de voyager différente, mais qui a des avantages et qui est sympa. Et moi, c'est comme ça que j'aime voyager par le train plutôt que l'avion. Je préfère maintenant voyager par le train plutôt que l'avion si je le peux. Et c'est comme ça pour moi, c'est comme ça qu'on pourra faire changer les choses. En donnant envie aux gens de le faire. Ouais, on suivra ton périple de retour puisque on sait à peu près quels sont les trains à prendre pour rentrer à Dijon et t'en as pour un petit moment quand même. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de retard parce que des fois c'est un peu juste. Mais... c'est ça aussi qui fait le sel un peu de ces aventures à vélo, de profiter jusqu'au bout et de rentrer derrière après en train de ce transport multimodal. Comme on dit, de pas chercher à prendre l'avion comme tu le dis, et en effet ça véhicule un joli message. Bah écoutez, avec ça on va arriver
à la fin de ce podcast, il y avait beaucoup de choses, on a beaucoup de questions, même des questions qu'on n'a pas pu se poser. Je crois que Victor, tu t'as dit, s'il y a encore d'autres questions, sur ton compte Instagram, vous pouvez aller les poser et tu regarderas pour faire une vidéo. C'est ça que j'aimerais faire. Mais même sur le forum, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Eh ben très bien, donc on mettra ton compte Instagram Victor Bozo avec un Z. C'est ça. Voilà, puis même pour suivre aussi tes prochaines aventures. Tu nous en as donné un petit aperçu. En tout cas, on continuera à te suivre, ça donne forcément très envie. Et déjà, encore bravo pour ta course, pour ta victoire sur cette Transcontinental Race 2025. Merci beaucoup, donc Victor, merci Luc aussi de m'avoir accompagné pour ce podcast, pour débriefer, revenir sur cette superbe aventure de Victor. Merci à toi pour l'invitation. Et pour le prochain podcast, eh bien, on se retrouvera pendant la Vuelta qui démarre d'ici une dizaine de jours. Là, on reviendra à un format plus classique pour parler de cyclisme sur route élite. Ça, Victor, tu as connu. Tu regardes ça d'un petit peu plus loin maintenant avec certains de tes anciens collègues qui sont maintenant dans les pelotons. Donc voilà, on reviendra pour parler de la Vuelta. Et en attendant donc le prochain Chasse-Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse-Patate.